Elle ne savait même pas par où commencer. Ses mains tremblaient littéralement alors qu'elle tapait sur son téléphone. Elle avait déjà supprimé et réécrit ce post cette fois. Tout le monde dormait dans la maison, et elle était assise dans la salle de bain avec la douche qui coulait pour que James ne l'entende pas pleurer. James et Tamara étaient mariés depuis 3 ans. Il avait toujours semblé si sincère par rapport aux hommes qu'elle rencontrait habituellement dans les cercles sociaux de sa famille. Sa famille avait de l'argent, pas richissime, mais suffisamment à l'aise pour qu'elle n'ait jamais à s'inquiéter des factures. James venait d'un milieu de classe moyenne. Ils avaient renouvelé leurs vœux le week-end dernier lors d'une petite cérémonie avec seulement leurs amis et leurs familles les plus proches. Il avait littéralement pleuré en lui lisant ses vœux. Il avait pleuré et dit quelle était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Bref, elle était en voyage entre filles à Nashville avec ses 3 meilleures amies de l'université. Elle planifiait cela depuis des mois. Elles avaient tous ces projets, journées au spa, dégustation de vin, découverte de ce nouveau bar sur le toit dont tout le monde parlait sur TikTok. Mais le 2e jour, Monica a eu une intoxication alimentaire à cause d'un restaurant de poulet frit douteux, et Michel a eu une urgence à gérer à distance. Le voyage tombait à l'eau, alors elles ont décidé de l'écourter. Elle s'est dit que c'était l'occasion parfaite de surprendre James. Il disait toujours à quel point elle lui manquait quand elle était partie, lui envoyant toujours ses selfies « J'aimerais que tu sois là » depuis leur canapé avec ses yeux de chiot triste. Alors elle a pris un vol plus tôt, s'est arrêtée pour prendre ses nachos préférés dans ce petit restaurant près de chez eux, et a attrapé de la bière artisanale dont il était obsédé ces derniers temps. Elle était si excitée de le surprendre. Elle avait toute cette image en tête de son visage s'illuminant en la voyant. Elle est entrée par le garage en utilisant son code pour vraiment le surprendre. Leur maison avait cette disposition étrange où l'on ne pouvait pas voir le salon depuis l'entrée. Elle pouvait l'entendre parler à l'étage dans sa salle de jeu, de toute évidence au téléphone puisqu'elle n'entendait personne d'autre. Alors elle a posé la nourriture dans la cuisine et est montée doucement les escaliers, pensant le surprendre en plein appel. Et puis elle l'a entendu. Le mariage est un cauchemar complet, mon frère. Je me réveille chaque jour en regrettant ma décision. Elle s'est figée dans les escaliers. Son cœur s'est littéralement arrêté. Elle a pensé qu'il plaisantait peut-être avec un de ses amis, alors elle a attendu le rire. Mais il n'y a pas eu de rire. Sans l'argent de sa famille, je serais déjà parti. La seule bonne chose dans toute cette situation, c'est que je n'ai plus à m'inquiéter du loyer ou des factures. Elle pouvait littéralement sentir son cœur se briser en deux alors qu'elle se tenait là. Le renouvellement des vœux le week-end dernier. Une pure torture, mec. J'ai dû rester là à inventer toutes ces conneries romantiques pendant que sa famille regardait, les yeux embués. Mais je suis devenu bon à la comédie. Digne d'un Oscar. Puis il a ri. Vraiment ri. Mais bon, c'est un petit prix à payer pour le style de vie, non? Son père parle de me faire entrer dans l'entreprise familiale l'année prochaine. Une fois que je serai établi là-bas, j'aurai des options, plus d'options que d'être simplement le mari de la femme riche. La femme riche. C'est comme ça qu'il l'appelait dans son dos. 3 ans de mariage, et elle n'était que la femme riche pour lui. Elle ne savait pas comment elle a réussi, mais elle est redescendue silencieusement, a pris la nourriture et la bière, et est sortie. Elle est restée assise dans sa voiture sur le parking pendant près de 2 heures, à sangloter. Son mascara était partout, et une vieille dame a même frappé à sa fenêtre pour lui demander si elle avait besoin d'aide. Elle lui a dit que son chien était mort. Le premier de nombreux mensonges qu'elle a raconté ce jour-là. Elle a rendu la nourriture, leur a dit que son mari ne se sentait pas bien, et a envoyé un texto aux filles pour leur dire qu'elle avait décidé d'aller dans un hôtel près de l'aéroport pour rattraper quelques emails avant de retourner à Nashville le lendemain. Elle a conduit pendant des heures en essayant de savoir quoi faire. Chaque souvenir de leur relation se rejouait dans sa tête avec ce nouveau filtre horrible. Toutes ces fois où il insistait pour payer le dîner, mais seulement quand c'était dans un endroit bon marché. Comment il était si réticent à la laisser l'aider avec ses prêts étudiants jusqu'à ce qu'elle le force pratiquement. Comment il semblait toujours avoir de grands rêves mais jamais assez de motivation pour les poursuivre jusqu'à ce que son père lui offre des relations. Leur cadeau d'anniversaire de ses parents était cette plaque en bois gravée pour leur entrée qui disait « Là où votre histoire commence ». Elle l'avait littéralement fixée ce matin-là en buvant son café et en pensant que leur histoire commençait juste son prochain chapitre. Mais il s'est avéré que leur histoire n'était en fait qu'une transaction financière pour James. Elle a décidé de retourner à Nashville.
Elle a passé les 3 jours suivants à prétendre que tout allait bien avec ses amis, même si elle mourait à l'intérieur. Elle a probablement bu beaucoup trop de vin chaque soir. Puis elle est rentrée à l'heure prévue et l'a accueilli avec un baiser. Elle a regardé dans les yeux de l'homme qui appelait leur mariage un cauchemar et l'a embrassé comme si de rien n'était. Elle vivait ce mensonge depuis 5 jours maintenant. 5 jours à dormir à côté de quelqu'un qui regrettait apparemment de se réveiller à côté d'elle chaque matin. 5 jours à analyser chaque interaction qu'ils avaient jamais eue, se demandant ce qui était réel et ce qui faisait partie de sa performance digne d'un Oscar. Elle avait vérifié leur compte. Il s'est avéré que James avait fait des retraits étranges. Rien d'énorme, mais comme 200 dollars par-ci, 300 dollars par-là. Toujours juste en dessous du montant qui, selon leur accord, nécessiterait une conversation. Où allait cet argent? Avait-il économisé pour sa fuite éventuelle? Avait-il quelqu'un d'autre? Oh mon Dieu! Avait-il quelqu'un d'autre? Y avait-il une autre femme qui savait qu'elle n'était que la femme riche pour lui? Riaient-ils d'elle ensemble? Elle n'avait encore rien dit à personne. Pas à ses amis. Pas à sa famille. Surtout pas à sa famille. Son père adorait James. Il disait toujours qu'il était comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Cela lui briserait le cœur de savoir que James ne le voyait que comme un gagne-pain. Tamara avait cependant apporté des changements subtils. Hier, elle avait accidentellement laissé ouvert un onglet de navigateur avec les informations de son compte bancaire séparé, celui auquel James n'avait pas accès. Ce matin, elle a mentionné que son père reconsidérait en fait certaines de ses entreprises en raison de préoccupations économiques. Elle avait travaillé tard, étant juste un peu moins affectueuse, prenant plus d'appels en privé. Le lavabo de la salle de bain fuyait depuis des semaines, et James n'arrêtait pas de dire qu'il le réparerait ce week-end. Hier soir, elle a simplement appelé un plombier sans lui dire. Quand le type est arrivé, James avait l'air si confus. Elle a juste haussé les épaules et dit, « Tu semblais occupé par d'autres choses. » Le plombier leur a facturé 85 dollars pour une réparation de 10 minutes, et elle pouvait voir James calculer mentalement cet argent gaspillé. Son plan fonctionnait. James devenait nerveux. Cet après-midi-là, alors qu'elle faisait des courses, il l'a appelé 27 fois en 1 heure. 27 fois. Quand elle l'a finalement rappelé, il était pratiquement affolé, demandant si tout allait bien, si elle était en colère contre lui, si quelque chose était arrivé à sa famille. Elle a joué la carte de la décontraction, a dit que son téléphone était dans son sac à main pendant qu'elle était chez Target, que tout allait bien. Puis elle lui a demandé pourquoi il penserait le contraire. Le silence à l'autre bout du fil était définitif. Maintenant, elle était assise là, tapant ceci tout en étant enfermée dans la salle de bain avec la douche qui coulait, essayant de savoir quoi faire ensuite. Elle savait qu'elle devait le confronter, mais elle devait aussi être intelligente. Ils avaient des comptes joints, son erreur. Son nom était sur l'hypothèque, mais il était sur l'acte de propriété. Tout était enchevêtré. Elle essayait d'élaborer un plan. Une partie d'elle voulait juste lui hurler au visage ce qu'elle avait entendu, mais une autre partie voulait être plus stratégique. Et si elle se retirait émotionnellement tout en mettant de l'ordre dans ses affaires financières? Et si elle documentait tout? Et si elle le laissait penser que tout allait bien, jusqu'à ce que ce ne soit décidément plus le cas pour lui? Elle pensait que c'était ce qu'elle allait faire. Il avait passé 3 ans à lui mentir en face. Peut-être qu'elle pourrait gérer quelques semaines de la même chose. Elle devait y aller. L'eau chaude allait probablement s'épuiser, et James se demanderait pourquoi elle était sous la douche depuis 45 minutes. Elle allait sortir, embrasser son mari pour lui souhaiter bonne nuit, et s'allonger à côté de lui tout en planifiant sa sortie. James vient d'envoyer un texto, demandant si elle voulait partir en week-end pour se retrouver. L'audace de cet homme. Cela faisait 14 jours qu'elle avait entendu son mari de 3 ans dire à son ami que leur mariage était un cauchemar et qu'elle n'était que son gagne-pain pour le confort financier. 14 jours à dormir à côté de quelqu'un qui regrettait apparemment de se réveiller à ses côtés chaque matin. 14 jours de la performance la plus épuisante de sa vie. Le lendemain de son dernier poste, elle a décidé qu'elle devait être méthodique. Pas de réactions émotionnelles. Pas de confrontation jusqu'à ce qu'elle ait tout parfaitement aligné. Elle a fait une liste. C'était une faiseuse de listes chroniques en période de stress. 1. Sécuriser sa situation financière. 2. Rassembler des preuves de son vrai caractère, non pas pour des raisons légales, mais pour quand la famille poserait inévitablement des questions.
3. Découvrir jusqu'où allait sa tromperie. 4. Préparer une stratégie de sortie. 5. Construire un réseau de soutien sans tout révéler tout de suite. La première chose qu'elle a faite a été d'appeler sa banque personnelle, le compte auquel il n'avait pas accès, et d'augmenter ses mesures de sécurité. Changer tous les mots de passe. Ajouter des questions de sécurité verbale. S'est assuré qu'il savait ne pas discuter de son compte avec qui que ce soit d'autre qu'elle. Puis, elle a commencé à transférer lentement de l'argent de leur compte joint vers son compte personnel. Rien de drastique. Juste assez chaque jour pour que cela ne déclenche pas immédiatement d'alerte. Était-ce mal? Peut-être. Mais découvrir que son mari était un menteur intéressé a en quelque sorte changé sa perspective sur l'équité. Le week-end de reconnexion suggéré par James? Elle a accepté, mais a suggéré qu'ils aillent au chalet rustique de sa famille au bord du lac plutôt qu'au complexe de luxe qu'il avait en tête. L'expression sur son visage, les amis. Il s'est rapidement repris avec un « tout ce qui te fait plaisir, chérie ». Mais elle a vu cette lueur de déception. Tout devenait soudainement logique. Comment il poussait toujours pour les options coûteuses quand il savait que sa famille pourrait couvrir les frais, mais devenait soucieux de son budget quand cela venait de leur compte. Le voyage au chalet a été révélateur de manières inattendues. Leur Wi-Fi fonctionnait à peine là-bas, et James a passé presque tout le week-end à vérifier son téléphone et à se plaindre du signal inégal. Il n'arrêtait pas de se promener jusqu'au bout du quai, où l'on pouvait parfois capter une barre. À un moment donné, elle l'a suivi discrètement et l'a entendu dire à quelqu'un qu'il devenait fou d'être piégé au milieu de nulle part et qu'il se rattraperait à son retour. À qui parlait-il? Et qu'est-ce qu'il prévoyait exactement de se rattraper? Quand ils sont rentrés dimanche soir, il a immédiatement dit qu'il devait aller chez Walmart pour des trucs pour le travail demain. Il est parti plus de 2 heures. Pour Walmart. Qui est à 12 minutes de leur maison. Quand elle a vérifié l'application de leur carte commune plus tard, il n'y avait aucune charge de Walmart. Mais il y avait une charge de $60 d'un bar de l'autre côté de la ville. Pendant le voyage, elle avait accidentellement mentionné que son père envisageait une retraite anticipée en raison de problèmes de santé, complètement inventés, et qu'il pourrait réduire certaines activités commerciales. James a passé l'heure suivante à poser des questions de plus en plus détaillées sur les projets de son père, les fiducies familiales et leur sécurité future. À peine un mot sur les problèmes de santé fictifs de son père. C'était comme regarder quelqu'un enlever son masque sans s'en rendre compte. Tamara avait fouillé dans leur historique financier, et ce qu'elle a trouvé l'a rendu physiquement malade. Au cours des 3 dernières années, James avait retiré près de $117 000 de leur compte joint pour ce qu'il appelait des dépenses professionnelles et des investissements, de l'argent qui n'est jamais revenu et qu'il ne pouvait pas justifier correctement. Il y avait un schéma de retrait important juste avant qu'il ne rende visite à sa ville natale, suggérant qu'il avait soutenu quelqu'un ou quelque chose là-bas à son insu. La semaine dernière, pendant qu'il était à la salle de sport, elle a fouillé dans sa table de chevet. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé faire, mais les temps désespérés appellent des mesures désespérées. À l'intérieur, elle a trouvé un deuxième téléphone, un de ces téléphones prépayés bon marché de chez Target. Il était protégé par un mot de passe, mais il avait gribouillé le code sur un post-it collé au dos. Classique James, toujours en train d'oublier ses mots de passe. Le téléphone n'avait qu'un seul contact enregistré, avec des dizaines de textos organisant des rencontres et discutant d'argent. Certains messages faisaient référence au « plan à long terme » et à « maintenir le cap ». Un, datant de 3 mois, disait littéralement « encore 2 ans et on est paré ». 2 ans jusqu'à quoi? Elle a pris des photos de tout avec son téléphone avant de replacer soigneusement le téléphone prépayé exactement comme elle l'avait trouvé. La partie la plus étrange de tout cela était la guerre psychologique. Elle avait légèrement modifié son comportement, étant juste un peu moins affectueuse, prenant plus d'appels privés, mentionnant des conversations informelles avec l'avocat de leur famille. Rien de directement conflictuel, juste différent. Et James perdait la tête. Il y a 2 nuits, il avait fouillé dans son placard pendant qu'elle était sous la douche. Elle le savait seulement parce qu'il avait laissé ses bottes dans un ordre différent de celui où elle les gardait toujours. Oui, elle était le genre de personne qui rangeait ses chaussures avec précision. Quand elle est sortie et l'a remarqué, elle n'a rien dit. Elle les a simplement réarrangées pendant qu'il regardait depuis le lit, faisant semblant d'être sur son téléphone. Hier, elle l'a surpris en train de faire défiler l'historique de recherche de son iPad pendant qu'elle préparait le dîner.
Elle avait intentionnellement laissé des recherches ouvertes sur « signe que mon mari me trompe » et « compte bancaire séparé dans le mariage » pour qu'il les trouve. Quand elle est entrée, il a pratiquement jeté l'iPad sur le canapé et a commencé à divaguer sur combien il aimait la lasagne qu'elle préparait, même si elle faisait clairement un sauté. Leur frigo faisait un bruit de cliquetis étrange depuis des mois, et James avait toujours dit qu'il le réparerait. Hier, elle a mentionné nonchalamment qu'il devrait peut-être en acheter un nouveau, et soudain, il était en mode réparation complète, passant 2 heures à le bricoler. Maintenant, toutes ces tâches ménagères qu'il avait repoussées pendant des mois étaient comme par magie terminées. La porte de la salle de bain qui grinçait depuis Noël dernier était réparée. La lumière du porche cassé était remplacée. La table de cuisine bancale était stabilisée. C'était comme regarder quelqu'un essayer frénétiquement de prouver sa valeur. Elle avait aussi commencé à déjeuner avec Judith une fois par semaine. Judith était sa meilleure amie depuis l'université et la seule personne à qui elle avait parlé de ce qui se passait. Au début, Judith avait été choquée, puis furieuse pour elle, et maintenant elle était devenue sa co-conspiratrice et son soutien. Elle avait aidé Tamara à créer une adresse email séparée que James ne connaissait pas et lui avait suggéré de commencer à tout documenter. Mercredi dernier, elle avait travaillé tard à une réunion avec un client. En réalité, elle était assise dans un Starbucks, faisant défiler un forum en ligne sur la survie à l'infidélité et prenant des notes. C'est alors que James était arrivé à l'improviste avec le dîner. Il n'avait jamais fait ça en 3 ans de mariage. Il a prétendu qu'elle lui avait manqué, mais il a passé tout le dîner impromptu à l'interroger sur un appel qu'il avait surpris avec Judith, où elle avait mentionné faire de « grands changements ». L'appel concernait en fait la possibilité de refaire leur chambre d'amis, mais il n'avait pas besoin de le savoir. Puis est venu l'incident des 27 appels, celui qu'elle avait brièvement mentionné dans son dernier post. Maintenant, elle comprenait ce qu'il avait déclenché. Ce matin-là, elle avait laissé des impressions de leur compte joint sur son bureau, montrant ses retraits importants de l'année écoulée. Elle ne l'avait pas confronté à ce sujet, les avait juste laissés là. Quand elle est rentrée ce soir-là, les papiers étaient dans une position différente. Il les avait vus. Il avait paniqué. Et c'est pourquoi il l'avait appelée 27 fois pendant qu'elle était en réunion. Quand elle l'avait finalement rappelé après le 27e appel manqué, la conversation s'était déroulée comme suit, Tamara astérisque, et « quelle est l'urgence ?» Mon téléphone était sur mon bureau pendant les réunions. James, respirant lourdement astérisque, pas d'urgence, juste, est-ce que tout va bien? Avec toi? Avec nous? Tu as été différente depuis ton retour de Nashville. Tamara astérisque, différente comment? James astérisque, je ne sais pas, juste, distante. Et tu prends beaucoup d'appels privés. Et tu as mentionné quelque chose à propos de ton père qui reconsidère ses plans d'affaires. Je m'inquiète pour toi. Remarquez comment il a glissé l'inquiétude pour les affaires de son père entre une fausse inquiétude pour elle. Un mouvement classique de James, qu'elle n'avait jamais reconnu auparavant. Tamara astérisque, tout va bien, juste occupé par le travail. Pourquoi quelque chose n'irait pas? Le silence à l'autre bout du fil avait été si long qu'elle a cru que l'appel avait été coupé. James astérisque, aucune raison. Je t'aime, c'est tout. Tamara astérisque, je t'aime aussi. Le plus grand mensonge qu'elle ait jamais dit. Après avoir raccroché, Tamara est restée assise dans sa voiture et a pleuré pendant près d'1 heure. Ce n'était pas parce qu'elle était triste que le mariage se termine, mais parce qu'elle pleurait la relation qu'elle peut. Et naissait à voir. Le James dont elle était tombée amoureuse n'existait pas. C'était juste un personnage joué par un homme qui ne la voyait que comme un compte bancaire avec un corps attaché. La veille au soir, il avait suggéré qu'ils aient une autre cérémonie de renouvellement des vœux pour leurs parents, puisque certains d'entre eux n'avaient pas pu assister à la première. Quand elle a demandé pourquoi cet intérêt soudain pour le renouvellement de leurs vœux, surtout qu'ils venaient de les renouveler il y a 2 semaines, il a balbutié quelque chose sur le fait de célébrer leur amour avec tous ceux qui leur étaient chers. Traduction, il paniquait à l'idée que son gagne-pain déraille et voulait consolider sa position auprès de sa famille. Elle avait souri et dit, peut-être l'année prochaine. Le soulagement sur son visage était palpable. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait déjà parlé à un avocat. Pas l'avocat de la famille, mais quelqu'un recommandé par Judith, qui ne fréquentait pas leurs cercles sociaux. Elle avait un rendez-vous la semaine prochaine pour discuter de ses options. Elle avait documenté les écarts financiers.
Elle avait sécurisé ses documents personnels les plus importants et les héritages familiaux irremplaçables en les emmenant chez son ami sous prétexte d'une séance photo pour Instagram. Un autre mensonge, mais elle avait appris d'un maître. La chose la plus étrange s'est produite ce matin-là. Elle se préparait pour le travail quand James est venu derrière elle dans la salle de bain, l'a serrée dans ses bras et a commencé à pleurer. Vraiment pleurer. Il a dit qu'il sentait qu'il la perdait et ne savait pas pourquoi. Pendant une fraction de seconde, elle a failli craquer et le confronter sur le champ. Mais ensuite, elle s'est souvenue de la conversation qu'elle avait surprise. Elle s'est souvenue de lui riant de sa performance digne d'un Oscar. Alors elle lui a juste tapoté le bras et lui a dit que tout allait bien, qu'elle était juste occupée par le travail. Ses larmes ont séché remarquablement vite quand elle a mentionné qu'elle devrait peut-être reporter leur voyage à New York le mois prochain. Celui où ils étaient censés séjourner dans cet hôtel 5 étoiles que son ami influenceur sur Instagram avait recommandé. Drôle comme sa crise émotionnelle s'est évaporée à la mention d'une expérience de luxe qui s'éloignait. La confrontation approchait. Elle était presque prête. Mais elle voulait qu'il transpire un peu plus, qu'il sente le sol se dérober sous ses pieds sans comprendre pourquoi. Elle voulait qu'il expérimente juste une fraction de l'incertitude et de la trahison qu'elle ressentait. Était-ce mesquin? Peut-être. Mais quand quelqu'un brise toute votre réalité, vous avez droit à un peu de mesquinerie. Pour ceux qui demandent s'ils avaient des enfants, heureusement, non. James avait toujours juste une chose de plus qu'il voulait accomplir avant de fonder une famille. Elle réalisait maintenant que une chose de plus était de s'établir suffisamment pour partir avec la moitié de ses biens. James vient d'envoyer un texto, demandant s'il pouvait dîner chez ses parents ce week-end. Il a dit qu'il lui manquait. Elle pariait que oui. Après avoir découvert que James avait secrètement siphonné de l'argent de leur compte et ne restait avec elle que pour les relations de sa famille, elle avait passé des semaines à rassembler discrètement des informations et à préparer sa stratégie de sortie. Elle avait prévu de le confronter une fois qu'elle aurait tout mis en ordre. Mais la vie en avait décidé autrement. Vous vous souvenez de ce dîner chez ses parents que James était si impatient d'avoir? Ils y sont allés le week-end dernier. Et ce fut instructif. James était en mode charme complet, complimentant les nouveaux rideaux de sa mère, posant à son père des questions détaillées sur son jeu de golf, proposant même d'aider sa sœur à installer son nouveau système sono. Pour quiconque regardait, il était le gendre parfait. Mais maintenant qu'elle savait quoi chercher, elle pouvait voir le calcul derrière chaque interaction. Pendant le dîner, James a mentionné nonchalamment qu'il avait fait des recherches sur des propriétés d'investissement dans le quartier de ses parents. Son père, Dieu le bénisse, a immédiatement commencé à parler de la façon dont les valeurs immobilières dans leur région devraient augmenter de 20% au cours des 5 prochaines années. Les yeux de James se sont littéralement illuminés. Elle n'exagérait pas, c'était comme regarder une machine à sous toucher le jackpot. Ce soir-là, après leur retour, elle l'a trouvé sur leur iPad en train de regarder des propriétés bien au-dessus de leur budget. Quand elle a demandé comment il pourrait se les permettre, il a souri et a dit « Ton père a mentionné qu'il aiderait avec la compte. » Son père n'avait rien dit de tel. Le lendemain matin, elle avait son rendez-vous avec l'avocate que Judith avait recommandée. Elle était incroyable, directe, solidaire et approfondie. Elle a aidé Tamara à comprendre exactement à quoi elle avait droit et ce que James pourrait essayer de réclamer. La bonne nouvelle? Leur contrat de mariage offrait une certaine protection, mais pas autant qu'elle l'aurait souhaité. La meilleure nouvelle? L'analyse financière a révélé un schéma de tromperie qui pourrait potentiellement invalider des parties du contrat de mariage. Pendant qu'elle rencontrait l'avocate, James avait apparemment une crise de nerfs complète à la maison. Elle avait laissé son ordinateur portable ouvert ce matin-là, avec un onglet de navigateur montrant des vols pour chez sa cousine en Californie. Une partie de la planification de sa stratégie de sortie. Quand Tamara est rentrée, James avait préparé un dîner élaboré avec son vin préféré, des bougies, et tout le tralala. Il essayait si fort d'être charmant, mais il y avait une pointe de désespoir dans tout. Ses mains tremblaient en versant le vin. Pendant le dîner, il n'arrêtait pas de faire des commentaires bizarres sur combien il aimait leur vie ensemble, combien il était reconnaissant pour elle, pas sa famille, spécifiquement elle, et comment il n'avait jamais été aussi heureux. C'était comme regarder quelqu'un jouer un rôle dont il n'avait pas tout à fait appris les répliques. Puis est venue la bombe. Il a suggéré qu'il commence à essayer d'avoir un bébé, tout de suite. Cela venait de l'homme qui avait passé 3 ans à trouver des excuses pour retarder la fondation d'une famille. Tamara a failli s'étouffer avec son vin.
Elle a posé son verre et a demandé « Pourquoi ce changement de cœur soudain ?» James lui a fait un discours sur le fait de réaliser ce qui comptait vraiment dans la vie, comment il était enfin prêt pour la prochaine étape de leur voyage ensemble. Il a même eu les larmes aux yeux. Digne d'un Oscar, en effet. Elle a souri et a dit « C'est une sacrée coïncidence parce que j'ai aussi réfléchi à notre avenir. » L'espoir qui a traversé son visage était presque triste. Elle a continué « En fait, j'ai beaucoup réfléchi à notre relation depuis mon retour de Nashville. » L'espoir a disparu, remplacé par quelque chose de plus proche de la panique. Il a attrapé son verre de vin si rapidement qu'il a failli le renverser. Il a forcé un sourire. Quel genre de réflexion? C'est alors qu'elle a décidé de commencer à abattre ses cartes. Pas toutes, mais assez pour le voir se tortiller. J'ai pensé à l'honnêteté dans le mariage. À ce que les gens veulent vraiment par rapport à ce qu'ils disent vouloir. Le visage de James est devenu si pâle qu'elle a cru qu'il allait s'évanouir. Il s'est éclairci la gorge. Que veux-tu dire par là? Au lieu de répondre directement, elle a demandé. Tu te souviens de ce que tu as dit dans tes vœux lors de notre cérémonie de renouvellement? Sur le fait que me rencontrer était la meilleure chose qui te soit jamais arrivée? Il a hoché la tête, tentant un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Bien sûr. Je pensais chaque mot. Il a tendu la main pour prendre la sienne sur la table. Elle a retiré sa main lentement. C'est intéressant, dit-elle. Parce que j'aurais juré t'avoir entendu dire à Gabriel que le renouvellement des vœux était une pure torture. Que tu devais inventer des bêtises romantiques pendant que ma famille regardait. La couleur a complètement quitté son visage. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois, mais aucun son n'en est sorti. Quand il a finalement essayé de parler, elle a continué, ou peut-être que j'ai mal entendu. Peut-être que tu n'as pas appelé notre mariage un cauchemar et dit que tu te réveillais en regrettant ta décision chaque jour. Peut-être que j'ai imaginé la partie où tu as dit que la seule bonne chose dans notre relation était l'argent de ma famille. James a alors renversé son verre de vin, envoyant du vin rouge en cascade sur leur nappe blanche. Il n'a même pas bougé pour nettoyer. Il la fixait simplement avec une horreur pure. « Quand as-tu entendu ça ?» demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Quand je suis rentré tôt de Nashville pour te surprendre, dit-elle platement. Surprise. Chérie, tu as complètement mal compris, a-t-il commencé, sa voix prenant ce ton apaisant qu'il utilisait quand il pensait qu'elle était émotive. Je me défoulais juste avec Gabriel à propos d'une mauvaise passe. Tout le monde dit des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont frustrés. Une mauvaise passe, répéta-t-elle. Intéressant. Et quelle partie était le malentendu? La partie où tu m'as appelé la femme riche? Ou la partie où tu as dit que tu restais seulement jusqu'à ce que tu sois assez établi pour avoir des options? Son visage est passé du pâle au gris. Il n'avait clairement pas réalisé à quel point elle avait entendu. Il a balbutié, c'était complètement sorti de son contexte. Alors s'il te plaît, James, dit-elle en inclinant légèrement la tête. Explique le contexte ou dire à ton ami que notre mariage est un cauchemar et que tu n'es avec moi que pour un gain financier a du sens. Il ne pouvait pas, bien sûr. Au lieu de cela, il a changé de tactique, passant du déni aux excuses larmoyantes en quelques secondes. Il a affirmé qu'il traversait une crise personnelle quand elle l'avait entendu, qu'il ne pensait rien de tout cela, qu'il l'aimait plus que tout. Tamara est restée assise là, regardant la performance avec de nouveaux yeux. Toutes les choses qu'elle trouvait autrefois sincères, les regards tendres, les déclarations ferventes, les moments vulnérables ressemblaient maintenant à des mouvements soigneusement calculés dans une longue arnaque. « Tu me quittes ?» a-t-il finalement demandé, la voix tremblante. « Je n'ai pas encore décidé » a-t-elle menti. Bien sûr, elle avait décidé. Mais il n'avait pas besoin de le savoir tout de suite. Ce qui a suivi a été 2 semaines de la manipulation émotionnelle la plus épuisante qu'elle ait jamais connue. James a mis le paquet. Il a envoyé des fleurs à son bureau tous les jours avec des notes de plus en plus désespérées. Il a contacté ses parents, affirmant qu'il s'inquiétait de son changement de comportement soudain. Il a suggéré une thérapie de couple, ce qui était riche venant de quelqu'un qui pensait que leur mariage était un cauchemar. Il a même contacté Judith, essayant de la faire raisonner Tamara. Mais la partie la plus révélatrice? Pendant toute sa campagne pour sauver leur mariage, il n'a jamais mentionné une seule fois la situation financière de sa famille. C'était comme s'il évitait soigneusement la chose même qui l'avait motivé depuis le début.
Pendant ce temps, elle continuait à exécuter son plan. Elle a transféré les fonds restants de leur compte joint vers ses comptes personnels sécurisés. Elle a parlé avec le conseiller financier de sa famille pour s'assurer que James ne puisse accéder à aucun actif familial. Elle a emballé les articles essentiels et irremplaçables et les a déplacés dans un box de stockage qu'il ne connaissait pas. Elle a également eu une conversation privée avec ses parents, ce qui a été l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais faites. Son père avait toujours considéré James comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Sa mère l'adorait pour avoir soi-disant rendu Tamara heureuse. Leur dire que leur gendre bien-aimé était un imposteur qui ne voulait que leur argent et leur relation les a presque brisés. Son père voulait confronter James immédiatement, mais elle les a convaincus de suivre son plan encore un peu. Le lave-vaisselle est tombé en panne il y a 3 jours. Un timing parfait, n'est-ce pas? James s'est immédiatement porté volontaire pour appeler quelqu'un pour le réparer, ce qui était inhabituel car il se plaignait normalement des coûts de réparation. Elle a suggéré qu'ils en achètent un nouveau. Il a accepté sans même demander le prix. Il essayait désespérément de paraître indifférent à l'argent maintenant. Hier soir, ils ont assisté à un dîner chez son amie Monica. James avait toujours trouvé Monica un peu trop. Ses mots, avec sa personnalité bruyante et ses opinions sans filtre. Mais hier soir, il était suspendu à ses lèvres. Riant à toutes ses blagues. Complimentant même ses vidéos de danse TikTok, les mêmes qu'il avait précédemment qualifiées embarrassantes pour son âge. À mi-chemin du dîner, le petit ami de Monica, Lucas, qui ne savait rien de la situation, a mentionné nonchalamment une nouvelle à propos d'un homme qui avait arnaqué sa riche épouse pendant des années. Tout le monde a ri de la bêtise de l'homme de penser qu'il pourrait s'en tirer, tout le monde sauf James, qui est soudainement devenu très intéressé par sa purée de pommes de terre. Quand Lucas lui a demandé ce qu'il pensait de l'histoire, James a marmonné quelque chose sur le fait que toutes les relations n'étaient pas ce qu'elles semblaient en surface. La table est devenue silencieuse. Judith a jeté un coup d'œil à Tamara, clairement confuse par la tension soudaine. Tamara a juste souri et a demandé à Monica de lui passer le sel. Sur le chemin du retour, James était inhabituellement silencieux. Quand ils sont entrés dans le garage, il s'est tourné vers Tamara avec un regard désespéré et a demandé si tout allait vraiment bien entre eux. Elle a croisé son regard. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » James a poussé un lourd soupir. « Les choses sont bizarres depuis des semaines. Je n'arrive pas à me défaire du sentiment que quelque chose ne va pas du tout. » Tamara l'a regardé droit dans les yeux. « Peut-être que tu devrais interroger ta conscience si tu sens que quelque chose ne va pas. » Il a tressailli comme si elle l'avait giflé. Ce matin-là, elle l'a trouvé en train de regarder leur album de mariage, quelque chose qu'il n'avait pas regardé depuis des années. Il a prétendu qu'il se sentait nostalgique, mais la panique dans ses yeux racontait une autre histoire. Il essayait de trouver des indices sur ce qu'elle savait et ce qu'elle prévoyait de faire. Tamara avait prévu une réunion avec ses parents et le conseiller financier de la famille pour le lendemain. James pensait que c'était pour une affaire de fiducie de routine, mais en réalité, c'était pour le retirer formellement comme bénéficiaire de plusieurs comptes et pour discuter des implications de leur divorce à venir. Elle avait déjà prévenu ses parents d'agir normalement jusqu'à la fin de la réunion. Elle n'était même plus en colère. Juste fatiguée. Fatiguée de la comédie. Fatiguée de le voir se démener pour maintenir sa façade. Fatiguée de prétendre qu'elle ne savait pas que leur mariage entier n'avait été rien de plus qu'une transaction commerciale pour lui. Cette nuit-là, James a suggéré qu'ils prennent une deuxième lune de miel pour se retrouver. Il lui a montré des photos d'un complexe hôtelier coûteux à Bali sur son téléphone, parlant de piscines à débordement et de plages privées. L'ancienne Tamara aurait été ravie. La nouvelle Tamara se demandait simplement combien d'argent de sa famille il prévoyait de dépenser pour cette dernière tentative désespérée. Elle a souri et a dit, « Ça a l'air charmant. Peut-être qu'on devrait en parler après la réunion avec mes parents demain. » Le soulagement sur son visage a été immédiat. Il pensait clairement qu'il avait encore le temps de réparer ce qui était cassé. Il ne réalisait pas que d'ici demain à la même heure, son monde soigneusement construit serait en morceaux. La réunion avec ses parents et le conseiller financier était prévue pour 10 heures. À 11 heures, James saurait qu'elle savait tout depuis des semaines. À midi, il réaliserait que le gagne-pain n'avait pas seulement cessé, mais qu'il faisait maintenant marche arrière à toute vitesse. James vient d'envoyer un texto, demandant si elle voulait des sushis pour le dîner. Il a dit qu'il voulait lui offrir quelque chose de spécial avant leur grande réunion financière de demain.
Si seulement il savait. La réunion avec ses parents et le conseiller financier s'est déroulée exactement comme prévu. Et le visage de James quand il a réalisé ce qui se passait? C'est quelque chose qu'elle chérirait pour toujours. Ils s'étaient tous assis dans le bureau de son père, James, Tamara, ses parents et Monsieur Bradshaw, le conseiller financier de la famille depuis qu'elle était enfant. James était tout sourire, pensant probablement que c'était sa chance de consolider sa position dans les finances de la famille. Son père a commencé par demander à James s'il avait quelque chose à leur dire avant de commencer. James a semblé confus mais a dit non, que tout allait bien. Son père a hoché la tête, puis a sorti un dossier. À l'intérieur se trouvaient des impressions de ses retraits secrets de leurs comptes joints, des captures d'écran de SMS à Gabriel sur le plan à long terme, une transcription de l'appel téléphonique que Tamara avait surpris, où James avait appelé leur mariage un cauchemar. Le visage de James était un spectacle à voir. C'était comme regarder tout un monde s'effondrer au ralenti. Il est passé de confus à choqué, à paniqué, à calculateur en environ 10 secondes. Il a immédiatement essayé de prétendre que c'était un malentendu, qu'il traversait une mauvaise passe et avait dit des choses qu'il ne pensait pas. La mère de Tamara, qui bouillait de rage depuis qu'elle avait appris la vérité, a finalement perdu son sang-froid. Elle a traité James de parasite intéressé et a dit qu'elle n'avait jamais été aussi déçue de son jugement. James a essayé de faire appel à elle. « Nous avons toujours eu un lien si spécial », a-t-il dit désespérément. « Vous connaissez le vrai moi. » Sa mère a juste ri. « Quelle version est le vrai vous? Celle qui a appelé votre mariage un cauchemar? Ou celle qui a pleuré pendant le renouvellement des vœux? » La réunion s'est terminée avec Monsieur Bradshaw expliquant que James avait été formellement retiré de tous les comptes familiaux, fiducies et intérêts commerciaux. Son père l'a informé que les papiers du divorce seraient livrés cet après-midi et qu'il avait 24 heures pour retirer ses effets personnels de la maison. La dernière tentative de James a été de se tourner vers Tamara avec de vraies larmes aux yeux. Cet homme méritait un Emmy. Vas-tu vraiment jeter 3 ans de mariage pour une conversation stupide? Tamara l'a regardé droit dans les yeux. Je ne jette rien, dit-elle froidement. Tu l'as déjà fait quand tu as décidé que je n'étais rien d'autre qu'un gagne-pain. Le processus de divorce lui-même a été étonnamment rapide. Il s'est avéré que lorsque l'une des parties disposait de preuves accablantes que l'autre était entrée dans le mariage sous de faux prétextes, et que cette partie avait les res. Ours pour de bons avocats, les choses pouvaient avancer efficacement. James s'est battu au début, exigeant la moitié de tout, y compris les intérêts futurs dans l'entreprise de sa famille. Sa contre-offre initiale était si scandaleuse que même son propre avocat avait l'air embarrassé. Mais sa position s'est considérablement affaiblie lorsque son équipe juridique a présenté les preuves. Les retraits inexpliqués, les comptes cachés qu'ils avaient découverts et, plus accablant encore, les enregistrements de lui admettant qu'il l'avait épousée pour un gain financier. Finalement, il est parti avec beaucoup moins que ce qu'il avait espéré, bien que toujours plus qu'il ne méritait à son avis. Le moment le plus satisfaisant est venu lors de leur dernière séance de médiation. L'avocat de James a évoqué ses prétendues contributions significatives à la construction de sa carrière et au soutien des intérêts commerciaux de sa famille. Son avocate a simplement joué l'enregistrement de James disant à Gabriel qu'être son mari était son gagne-pain et se référant à elle comme la femme riche. L'expression sur le visage de James quand il a réalisé que ses propres mots avaient détruit son levier était inestimable. Au-delà des procédures judiciaires, ces mois avaient été des montagnes russes. Les premières semaines après la confrontation ont été les plus difficiles. Elle est passée par la rage, le deuil, l'humiliation et un doute de soi écrasant. Comment avait-elle pu être si aveugle? Comment avait-elle pu manquer tous les signes? Sa thérapeute, oui, elle avait trouvé une excellente thérapeute, la meilleure décision de sa vie, l'a aidé à comprendre que la tromperie de James n'avait pas réussi parce qu'elle était stupide ou naïve. Cela avait fonctionné parce qu'il était calculateur et doué pour la manipulation. La thérapeute l'a aidé à voir que faire confiance à quelqu'un n'était pas une faiblesse. Rompre cette confiance était l'échec, pas le fait de l'avoir donnée en premier lieu. Elle a quitté leur maison avant même qu'elle ne soit vendue. Trop de souvenirs, souillés par le fait que James jouait un rôle plutôt que de l'aimer là-bas. Elle a trouvé un bel appartement en centre-ville, beaucoup plus petit que leur maison, mais entièrement à elle. Décoré exactement comme elle le voulait, sans tenir compte des préférences de qui que ce soit d'autre. La première nuit dans son nouvel appartement a été étrangement difficile. Elle avait été si concentrée sur la logistique, mettre en place les services publics,
changer son adresse sur Amazon, trouver où allaient tous ces gadgets de cuisine qu'elle ne s'était pas préparée à l'impact émotionnel. Elle redécouvrait des parties d'elle-même qui avaient progressivement disparu pendant son mariage. Vous vous souvenez comment James disait toujours que son rire était trop fort en public? La semaine dernière, elle a ri à s'en étouffer devant un TikTok en faisant la queue chez Starbucks et n'a même pas pensé à s'excuser. Des petits pas, n'est-ce pas? Sa relation avec ses parents s'était en fait approfondie à travers tout cela. Son père s'est excusé auprès d'elle, ce qui l'a complètement prise au dépourvu. Il a dit qu'il avait toujours craint que grandir avec la richesse ne fasse d'elle une cible et qu'il aurait dû mieux la préparer aux gens qui pourraient la voir comme une opportunité plutôt que comme une personne. C'était la conversation la plus vulnérable qu'ils aient jamais eue. Sa mère était passée en mode « maman ours », prenant de ses nouvelles tous les jours et lui envoyant des articles avec des titres comme « 10 signes que cet homme n'en veut qu'à votre argent » et « Comment repérer un chercheur d'or ». C'était un peu excessif, mais elle appréciait le geste. Sa mère lui avait aussi déjà arrangé 3 rendez-vous à l'aveugle, tous avec des hommes qu'elle avait personnellement approuvés pour leur indépendance financière. Elle les avait tous refusés. Elle n'était pas du tout prête à sortir avec quelqu'un, mais le cœur de sa mère était à la bonne place. Ses amis avaient été incroyables, en particulier Judith et Monica, qui l'avaient soutenue de manière qu'elle ne pourrait jamais leur rendre. Michelle, malheureusement, avait initialement pris le parti de James. Elles étaient amies avant qu'elle ne rencontre James, et Michelle avait cru à sa version des faits. La partie la plus étrange avait été de croiser des amis communs qui ne connaissaient pas toute l'histoire. La semaine dernière, elle avait croisé l'ami de James, Gabriel, oui, ce Gabriel, celui à qui il parlait au téléphone, chez Target. Il a fait un demi-signe bizarre, puis a fait semblant d'être très intéressé par les essuie-tout. Elle a juste souri et a continué son chemin. Plus tard, elle l'a vu la regarder depuis le parking alors qu'elle chargeait sa voiture. Il était clair que James lui avait raconté une version des faits qui la présentait comme la méchante. Peu importe. Elle n'avait plus l'énergie de se soucier de ce que pensaient les amis de James. Le mois dernier, James s'était en fait présenté à son appartement à l'improviste. Il a dit qu'il voulait parler, s'expliquer. Elle lui a dit qu'il avait eu 3 ans pour être honnête avec elle et qu'elle n'était pas intéressée par l'histoire qu'il avait inventée maintenant. Il a essayé de lui donner une lettre, qu'elle a refusé de prendre. Il l'a laissée dans sa boîte aux lettres de toute façon. Pendant un moment, elle a envisagé de la brûler sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. C'était un étrange mélange d'excuses et de justifications. Il prétendait qu'il avait vraiment appris à l'aimer malgré ses motivations initiales, qu'il regrettait ses paroles à Gabriel, qu'il lui manquait, ainsi que la vie qu'ils avaient construite. Elle l'a lu une fois, puis l'a déchiqueté sans répondre. Ces mots n'avaient plus de pouvoir sur elle. Selon la cousine de Judith, qui travaillait dans ce restaurant de steak chic en ville, James sortait maintenant avec la fille d'un des associés de son père. Elle avait été prévenue, bien sûr, mais avait décidé que James était incompris, et qu'elle avait clairement fait quelque chose pour provoquer son comportement. Certaines leçons devaient être apprises par soi-même, supposa-t-elle. Elle s'était aussi mise à cuisiner, quelque chose que James avait toujours dominé dans leur relation. Hier soir, elle avait fait un risotto aux champignons incroyable qui s'est avéré comestible. Progrès. Avait-elle encore de mauvais jours? Absolument. Parfois, elle se réveillait furieuse d'avoir donné 3 ans de sa vie à quelqu'un qui ne la voyait que comme un compte en banque. Parfois, elle s'inquiétait de faire à nouveau confiance à quelqu'un sur le plan romantique. Parfois, elle rejouait encore des conversations et des interactions, cherchant des signes qu'elle aurait dû voir. Le divorce a été finalisé le mois dernier, 47 jours plus vite que la moyenne pour le comté. La maison s'est vendue rapidement, et elle a utilisé sa part pour rembourser des prêts étudiants qu'elle traînait depuis toujours et a investi le reste. James a tenté de faire valoir une détresse émotionnelle et un préjudice à sa réputation professionnelle lors de leur dernière audience, mais ses demandes ont été rejetées presque immédiatement. La semaine dernière, sa mère lui a envoyé une capture d'écran de James sur Facebook à un gala de charité avec sa nouvelle petite amie. Sa première réaction n'a pas été la jalousie ou la colère, mais le soulagement. Le soulagement qu'il soit le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Le soulagement de ne pas avoir à se demander si chaque sourire, chaque mot gentil, chaque geste d'affection faisait partie d'une performance élaborée conçue pour accéder à l'argent de sa famille. La femme riche était partie. Vive juste Tamara. Oh, et ce deuxième téléphone qu'elle avait trouvé avec le mystérieux contact, D.
Il s'est avéré que D signifiait Sophia, l'ex-petite amie de James de l'université, qu'il a commodément recontacté 6 mois après leur mariage. Apparemment, ils avaient été en contact pendant tout leur mariage, James lui envoyant de l'argent régulièrement et promettant qu'ils seraient ensemble une fois le plan terminé. Sophia a joint des captures d'écran de leur conversation comme preuve, y compris une où il lui disait que leur renouvellement de vœux était le dernier obstacle, avant de pouvoir passer à la phase 2. Tamara n'était même pas en colère quand elle a lu le message. Elle avait juste pitié de Sophia. Cette femme croyait vraiment qu'elle était spéciale, que James ne lui ferait pas ce qu'il avait fait à Tamara. Elle a renvoyé un seul message, bonne chance. Vous en aurez besoin. Beaucoup ont demandé si elle était toujours en contact avec la famille de James. Ses parents l'ont contactée pour s'excuser après que tout a été révélé. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il avait fait et étaient horrifiés. Ils échangent des cartes de vœux, mais rien de plus. Certaines connexions ne valent pas la peine d'être maintenues.